Avez-vous déjà vécu ce jour où tout semble aller de travers? Ce moment où un simple commentaire ou même un regard croisé semble déclencher un tourbillon d'émotions négatives? La vérité est que, dans le monde frénétique dans lequel nous vivons, nous sommes tous confrontés à des situations comme celle-ci. Nous sommes constamment confrontés à des délais, à des opinions divergentes, à des conflits interpersonnels et souvent même à nos propres attentes. Ces situations peuvent facilement nous amener à perdre le contrôle de nos émotions. Mais et s'il existait un moyen de rester calme, inébranlable et résilient, peu importe ce qui se passe autour de nous? Et si vous pouviez vivre une vie où votre paix intérieure ne dépend pas de circonstances extérieures? La bonne nouvelle, c'est que cette façon de vivre existe, et ce n'est pas un secret récent. Il s'agit d'une approche éprouvée, développée par certains des esprits les plus sages de l'histoire. Je parle du stoïcisme, une philosophie pratique et puissante, apparue il y a plus de 2000 ans et qui continue de transformer des vies. De grands stoïciens comme Marc Aurèle, Épictète et Sénèque ont été confrontés à des difficultés qui feraient paraître nos plus gros problèmes insignifiants. Pourtant, ils ont découvert comment maintenir le calme, la clarté et la paix, même au milieu du chaos. Et aujourd'hui, je souhaite partager avec vous ce que j'ai appris de cette philosophie. Plus précisément, je présenterai 7 méthodes pratiques basées sur le stoïcisme qui peuvent vous aider à transformer votre vie émotionnelle et à atteindre une paix durable. Mieux encore, ce ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des leçons applicables à la vie quotidienne que vous pouvez commencer à mettre en œuvre dès maintenant. Alors, si vous en avez assez d'être l'otage de vos émotions ou du comportement des autres, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous, car même un petit changement dans la façon dont vous faites face aux défis peut entraîner de grandes transformations. On commence? Méthode 1. Accepter la vie volontairement. La vie est pleine de hauts et de bas. Parfois, il semble que tout se passe bien. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produit. Un plan est annulé, un projet échoue ou quelqu'un agit d'une manière qui nous déçoit. Dans des moments comme ceux-ci, notre première réaction peut être de résister. Nous nous mettons en colère, nous déplorons ou essayons de forcer les choses à correspondre à nos attentes. Mais en réalité, cette résistance ne fait qu'aggraver le problème. Le stoïcisme nous enseigne qu'accepter la vie volontairement est l'une des clés de la paix intérieure. Cela ne signifie pas être passif ou résigné, mais apprendre à s'adapter à la réalité, plutôt que de lutter contre elle. Marco Aurelio, l'un des plus grands défenseurs de cette philosophie, écrivait « Acceptez les choses auxquelles le destin vous rassemble et aimez les personnes avec lesquelles le destin vous rassemble. » Cela signifie qu'au lieu de dépenser de l'énergie à lutter contre ce que nous ne pouvons pas changer, nous devons apprendre à profiter de chaque instant, qu'il soit agréable ou stimulant. Imaginez par exemple que vous avez prévu une journée parfaite en plein air, mais que les prévisions météorologiques changent et qu'il commence à pleuvoir. Vous avez 2 options. Vous pouvez passer la journée irrité, vous plaindre de quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, ou vous pouvez ajuster vos plans et trouver un moyen de profiter de la journée à l'intérieur. Le choix vous appartient et accepter volontairement la situation transforme ce qui pourrait être une mauvaise journée en une opportunité de créer quelque chose de nouveau. Ce principe d'acceptation s'applique également aux tâches quotidiennes banales. Pensez à quelque chose d'aussi simple que faire la vaisselle. Si vous abordez la tâche avec résistance, en pensant à quel point elle est ennuyeuse et répétitive, cela devient un fardeau encore plus lourd. Mais si vous adoptez une attitude de gratitude, en réalisant qu'avoir la vaisselle à laver signifie que vous avez pris un repas, la même tâche peut devenir légère
et même satisfaisante. L'acceptation ne signifie pas que vous ne devriez pas travailler pour améliorer votre vie ou les situations qui vous entourent. Au contraire, cela vous permet de réserver votre énergie pour ce qui compte vraiment. Comme le disait Épictète, ne cherchez pas que les choses arrivent comme vous le souhaitez, mais voulez qu'elles arrivent comme elles arrivent, et votre vie sera paisible. Comment pratiquer l'acceptation? Recadrer les situations difficiles. La prochaine fois que vous serez confronté à quelque chose de désagréable, demandez-vous « Comment puis-je en tirer des leçons ou grandir ?» Par exemple, si vous êtes coincé dans un embouteillage, profitez-en pour écouter un podcast inspirant ou pensez à quelque chose pour lequel vous êtes reconnaissant. Ayez une vision plus grande. Nous résistons souvent parce que nous sommes trop concentrés sur le court terme. Demandez-vous « Quel est mon objectif le plus élevé ?» Lorsque l'on adopte une vision plus large, on se rend compte que les petits désagréments ne sont pas aussi importants qu'ils le paraissent. Acceptez les gens tels qu'ils sont, tout comme les situations. Les gens autour de nous peuvent aussi nous frustrer. Au lieu d'essayer de les changer, entraînez-vous à les accepter avec leurs défauts et leurs qualités. Cela ne signifie pas tolérer les abus ou l'injustice, mais choisir de ne pas laisser le comportement des autres ébranler votre paix. Exercice pratique. Choisissez cette semaine une situation spécifique dans laquelle vous ressentiriez normalement de la frustration ou de la résistance. Il peut s'agir de quelque chose de petit, comme faire la queue à l'épicerie, ou de quelque chose de plus important, comme faire face à des critiques au travail. Au lieu de réagir négativement, pratiquez l'acceptation. Demandez-vous « Comment puis-je affronter cela avec plus de légèreté et de bonne humeur ?» Lorsque vous commencez à accepter la vie de bon gré, vous n'éliminez pas seulement le stress inutile, vous cultivez la liberté intérieure. Vous réalisez que même au milieu des défis, vous avez le pouvoir de choisir comment réagir. Et au fil du temps, cette acceptation devient l'un des piliers les plus solides de votre paix émotionnelle. Méthode 2. Arrêtez de juger les autres. Combien de fois vous arrive-t-il de penser « Cette personne est tellement ennuyeuse » ou « Pourquoi fait-elle tout de mal ?» Il est naturel de juger. Nous le faisons automatiquement, que ce soit dans les embouteillages, au travail ou même à la maison. Mais même si ces jugements semblent inoffensifs, ils sont l'une des plus grandes sources de nos émotions négatives. Chaque fois que vous qualifiez quelqu'un d'incompétent, d'impoli ou de irrespectueux, vous portez un poids émotionnel inutile. Le stoïcisme nous enseigne que la racine de l'irritation et de la colère réside dans nos propres perceptions. Ce ne sont pas les actions des gens qui nous affectent directement, mais le sens que nous leur attribuons. Épictète l'a parfaitement résumé. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements à leur sujet. Imaginez la situation suivante. Vous conduisez et quelqu'un devant vous marche lentement. Le jugement immédiat pourrait être « Quel terrible conducteur! Il me met volontairement en retard. » Cette pensée génère de la frustration et parfois même de l'agressivité. Mais et si vous changiez de point de vue? Peut-être que cette personne est un conducteur novice, ou peut-être qu'elle fait preuve de prudence parce qu'il y a un enfant dans la voiture. En remplaçant le jugement par l'empathie, votre frustration se dissout. Pourquoi jugeons-nous autant? Juger les autres est une manière de projeter sur eux nos attentes. Nous pensons que les gens devraient agir comme nous le ferions, mais nous oublions que chaque individu a sa propre histoire, ses défis et sa façon de voir le monde. Quand quelqu'un agit en dehors de ce que nous attendons, nous le qualifions rapidement de paresseux, irresponsable, égoïste. Mais comprenons-nous pleinement ce qui se passe dans la vie de cette personne?
Marc Aurèle nous le rappelle. Vous avez toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion sur quelque chose. Il n'est pas nécessaire d'agiter ou de troubler votre âme à propos de choses qui échappent à votre contrôle. Cela ne signifie pas que nous devons ignorer les comportements préjudiciables ou injustes. Mais il y a une différence entre aborder une situation avec clarté et réagir avec des jugements impulsifs qui ne font qu'augmenter notre inconfort émotionnel. Comment arrêter de juger? Entraînez-vous à faire une pause. Chaque fois que vous ressentez le besoin de juger quelqu'un, respirez profondément et demandez-vous: est-ce que je vois toute l'histoire? Un petit moment de pause peut complètement changer votre point de vue. Remplacez le jugement par la curiosité. Au lieu de penser « quelle personne incompétente », demandez-vous « que pourrait-il lui arriver que je ne sache pas ?» Par exemple, si un collègue est constamment en retard, plutôt que de le qualifier d'irresponsable, considérez qu'il peut rencontrer des difficultés personnelles. N'oubliez pas vos propres échecs. Nous avons tous commis des erreurs ou agi de manière incohérente. Si nous voulons que les autres nous comprennent, pourquoi ne pas offrir la même chose? Un exemple pratique. Imaginez que vous êtes au travail et qu'un collègue a oublié d'accomplir une tâche importante, retardant ainsi un projet. Votre première réaction pourrait être « Il est tellement irresponsable. Pourquoi ne fais-tu pas ce que tu es censé faire ?» Mais avant de laisser ce jugement prendre le dessus, arrêtez-vous et réfléchissez. Est-ce qu'il traverse quelque chose de difficile? Se pourrait-il qu'il y ait eu un malentendu dans la communication? Au lieu de lui faire face avec colère, adoptez une approche plus compréhensive. J'ai remarqué que la tâche n'était pas terminée. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour que cela ne se reproduise plus? Cette attitude préserve non seulement votre paix intérieure, mais renforce également la relation. Avantage de l'abandon du jugement. Lorsque vous arrêtez de juger, quelque chose d'incroyable se produit. Vous vous sentez plus léger. Le poids de la colère, de l'irritation et de la frustration diminue, laissant place à l'empathie et à la compréhension. Cela améliore non seulement vos relations, mais aussi votre propre qualité de vie. Après tout, le jugement n'affecte pas les autres, il affecte principalement vous. Sénèque a écrit « La meilleure forme de vengeance est d'être différent de celui qui a causé le mal ». Autrement dit, si quelqu'un a agi d'une manière que vous considérez inappropriée, au lieu de juger et de répondre avec colère, choisissez de répondre avec clarté et dignité. Exercice pratique. Pendant une journée entière, essayez d'observer à quelle fréquence vous jugez les autres, dans la circulation, au travail ou même à la maison. Chaque fois que vous remarquez un jugement, remplacez-le par une question. Est-ce que je connais toute l'histoire? Ou à quoi cette personne pourrait-elle être confrontée? À la fin de la journée, réfléchissez à la façon dont cette pratique a affecté votre humeur et vos perspectives. Quand on arrête de juger, on se libère. Nous ne portons plus le poids d'attentes non satisfaites ou d'interprétations négatives. Au lieu de cela, nous créons un espace pour l'empathie, la patience et la paix intérieure. Après tout, la façon dont vous choisissez de voir le monde est ce qui définit ce que vous y ressentez. Méthode 3. Libérez le contrôleur. Combien de fois vous êtes-vous senti frustré parce que quelque chose ne s'était pas passé comme prévu? Peut-être avez-vous planifié une réunion parfaite, mais quelque chose d'inattendu s'est produit. Ou j'ai essayé de convaincre quelqu'un d'un point de vue, mais j'ai échoué. Ce désir constant de contrôler le monde qui nous entoure est l'une des plus grandes sources de souffrance humaine. La vérité est que la plupart de ce qui se passe dans la vie échappe à notre contrôle. Le comportement des autres,
les circonstances extérieures et même des choses apparemment insignifiantes, comme la météo, ne peuvent pas être modifiées par notre volonté. Cependant, nous dépensons énormément d'énergie à essayer de contrôler ce qui est incontrôlable, ce qui entraîne des sentiments de frustration, de colère et d'impuissance. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est réellement à notre portée, nos pensées, nos émotions et nos actions. Marc Aurèle l'a parfaitement résumé lorsqu'il a écrit « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. » Pourquoi essayons-nous de tout contrôler? Le désir de contrôle vient souvent de nos propres insécurités. Nous pensons que si nous pouvons façonner le monde qui nous entoure, nous serons protégés de la déception et de la frustration. Mais la réalité est qu'essayer de tout contrôler, c'est comme essayer de tenir du sable dans ses mains. Plus vous pressez, plus il s'échappe. En abandonnant le contrôle, vous n'abandonnez pas et ne devenez pas passif. Au contraire, vous choisissez de concentrer votre énergie sur ce qui peut réellement changer. C'est un acte de sagesse et de libération. Un exemple courant. Imaginez que vous conduisez dans une circulation dense. La voiture devant vous s'arrête constamment, les conducteurs vous coupent la route sans avertissement et vous réalisez que vous allez être en retard. Votre première réaction peut être de vous plaindre, de klaxonner ou d'être stressé par la situation. Après tout, pourquoi les gens ne conduisent-ils pas mieux? Pourquoi le trafic ne circule-t-il pas? Mais si vous réfléchissez, vous réaliserez que vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres conducteurs ni la densité du trafic. La seule chose qui est en votre pouvoir est la manière dont vous choisissez de réagir. Au lieu de gaspiller de l'énergie en colère et en frustration, vous pouvez accepter la situation telle qu'elle est et en profiter comme une opportunité pour écouter un podcast intéressant ou simplement apprécier le moment de pause. Les avantages d'abandonner le contrôle. Lorsque vous lâchez le contrôle, quelque chose de transformateur se produit. La frustration se dissout. Vous réalisez que vous n'avez pas besoin de porter le poids du monde sur vos épaules. Au lieu de cela, vous pouvez investir votre énergie dans ce qui compte vraiment, comme vos choix et vos attitudes. Épictète nous le rappelle. Certaines choses sont sous notre contrôle et d'autres non. La distinction entre eux est la base de la sagesse. Cette sagesse réduit non seulement votre stress, mais améliore également vos relations. Lorsque vous arrêtez d'essayer de contrôler les actions ou les opinions des autres, vous leur donnez l'espace nécessaire pour être eux-mêmes, ce qui peut renforcer vos liens. Comment pratiquer le détachement du contrôle? Identifiez ce qui est sous votre contrôle. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation stressante, demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Sinon, lâchez prise. Par exemple, vous ne contrôlez peut-être pas les décisions de votre patron, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous les gérez. Acceptez l'imprévisible. Chaque jour, quelque chose peut mal se passer. Préparez-vous mentalement à cela en adoptant la pratique stoïcienne de la premeditatio malorum. Avant de commencer la journée, imaginez les éventuels revers et réfléchissez à la manière dont vous y ferez face, sereinement. Réinitialisez vos attentes. Une grande partie du désir de contrôle vient d'attentes irréalistes. Ajustez vos attentes pour refléter la réalité et non la perfection. Exercice pratique. Pensez à quelque chose qui vous a dérangé récemment. Cela peut être un retard, une dispute ou une erreur de quelqu'un. Demandez-vous, aurais-je pu contrôler cela? Si la réponse est non, réfléchissez à la manière dont vous pourriez gérer différemment des situations similaires à l'avenir. Le simple fait de reconnaître ce qui est hors de votre portée peut atténuer une grande partie de votre stress.
Abandonner le contrôle est plus qu'une habitude. C'est un changement de mentalité. En vous concentrant sur ce que vous pouvez changer, vos pensées, vos émotions et vos attitudes, vous récupérez un pouvoir qui vous appartient véritablement. La paix intérieure ne vient pas du contrôle du monde, mais du contrôle de la façon dont vous y parvenez. Comme un courant, la vie coule constamment. Lorsque vous apprendrez à ramer avec le courant plutôt qu'à le combattre, vous découvrirez la liberté et la sérénité que vous avez toujours recherchées. Méthode 4. Accepter l'imperfection. La recherche de la perfection est l'un des plus grands pièges auxquels nous sommes confrontés. Nous exigeons souvent que les gens agissent de la bonne manière, que les situations se déroulent sans erreur ou que nous-mêmes n'échouons jamais. Mais est-ce réaliste? Ou, pire encore, est-ce juste? Le stoïcisme nous enseigne que l'imperfection est la nature du monde. Tout, depuis les gens qui nous entourent jusqu'à nous-mêmes, est imparfait. Et plus tôt nous acceptons cela, moins nous nous créons de souffrance. Comme l'écrivait Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Accepter l'imperfection, ce n'est pas renoncer à s'améliorer, mais reconnaître que l'erreur et l'échec sont des éléments inévitables de la vie. Pourquoi combattons-nous l'imperfection? Souvent, la racine de notre frustration réside dans l'attente irréaliste que le monde s'aligne sur nos normes. Si un collègue ne termine pas une tâche comme prévu, nous nous mettons en colère. Si un ami oublie un rendez-vous, nous nous sentons blessés. Mais la vérité est que personne, pas même nous, n'est à l'abri des erreurs. Accepter l'imperfection ne signifie pas approuver un comportement nuisible ou négligent. Cela signifie cependant que nous choisissons de ne pas nous laisser consumer par les erreurs des autres ou même par nos propres erreurs. Un exemple quotidien. Imaginez que vous avez préparé une présentation importante au travail. Vous avez consacré des heures à vous assurer que tout était impeccable. Mais à la dernière minute, un collègue responsable d'une partie du projet s'est trompé et le résultat final ne s'est pas déroulé comme prévu. Votre réaction naturelle pourrait être la colère ou la frustration. Comment a-t-il pu tout gâcher après tous mes efforts? Cependant, vu à travers une lentille stoïque, vous réalisez que son échec échappe à son contrôle. Au lieu de réagir négativement, demandez-vous « Comment puis-je résoudre ce problème maintenant? Comment puis-je tirer des leçons de cette situation pour l'avenir ?» Ce changement de perspective préserve non seulement votre paix intérieure, mais vous aide également à trouver des solutions plus efficacement. Acceptez les imperfections dans les relations. Dans les relations, l'exigence de perfection peut être encore plus néfaste. Nous attendons de nos partenaires ou amis qu'ils comprennent parfaitement nos besoins, qu'ils ne commettent jamais d'erreurs ou qu'ils agissent toujours conformément à nos attentes. Mais faisons-nous la même chose pour eux? N'avons-nous jamais commis d'erreur ou échoué? Sénèque nous le rappelle. Celui qui est courageux est libre. Le courage d'affronter les imperfections est une liberté que beaucoup n'atteignent jamais. Cela inclut le courage de pardonner les défauts des autres et d'accepter que personne n'est parfait, pas même ceux que nous aimons. Par exemple, si un ami oublie de vous rappeler, au lieu de supposer qu'il s'en fiche, essayez de vous rappeler qu'il est peut-être occupé ou qu'il doit faire face à quelque chose de difficile. Ce changement de mentalité réduit les conflits inutiles et renforce le lien entre vous. Comment pratiquer l'acceptation des imperfections? Réévaluez vos attentes, demandez-vous « Est-ce que j'attends quelque chose de réaliste de la part de cette personne ou de cette situation ?» Ajuster vos attentes pour refléter la réalité peut atténuer une grande partie de la frustration. Trouvez la valeur des échecs. Chaque erreur ou échec contient une leçon. Au lieu de vous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné, demandez-vous «
Que puis-je en tirer? Par exemple, si quelque chose ne s'est pas déroulé comme prévu, cela révèle peut-être des domaines qui pourraient être améliorés à l'avenir. Pratiquez l'autocompassion. Ne vous couvrez pas trop. Tout comme vous acceptez les imperfections des autres, n'oubliez pas d'accepter les vôtres. Après tout, faire des erreurs est humain, et chaque erreur est une opportunité de croissance. Exercice pratique. Choisissez une situation récente dans laquelle vous avez été frustré à cause d'une erreur, qu'elle soit celle de quelqu'un d'autre ou la vôtre. Réfléchissez. Pourquoi cela m'a-t-il autant dérangé? Et comment puis-je répondre de manière plus compréhensive et constructive la prochaine fois? Faites un effort conscient pour accepter la situation et en tirer des leçons. Accepter l'imperfection est un acte de courage et de compassion. C'est reconnaître que le monde et les gens qui nous entourent, ainsi que nous-mêmes, sont toujours en construction. Quand on cesse d'attendre la perfection, on découvre quelque chose d'extraordinaire, la légèreté. Le poids de la frustration et de la déception disparaît, laissant place à l'empathie, à la patience et à la gratitude. Après tout, c'est dans les imperfections que l'on trouve l'humanité, et c'est en les acceptant que l'on trouve la vraie paix. Méthode 5. Assumez la responsabilité de vos émotions. Combien de fois avez-vous dit ou pensé quelque chose comme « Il m'a mis tellement en colère » ou « Elle m'a fait ressentir ça ». Il est courant de croire que nos émotions sont causées par d'autres personnes ou par des circonstances extérieures. Mais est-ce vrai? Le stoïcisme nous enseigne que personne n'a le pouvoir de contrôler ce que nous ressentons, sauf nous-mêmes. Comme Épictète l'a judicieusement observé, les hommes ne sont pas troublés par les choses, mais par les opinions qu'ils en ont. En d'autres termes, ce qui détermine réellement ce que nous ressentons n'est pas ce qui se passe autour de nous, mais la façon dont nous choisissons d'interpréter et de réagir à ces événements. Assumer la responsabilité de vos émotions est libérateur. Cela signifie reconnaître que même si vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres disent ou font, vous avez toujours le pouvoir de choisir votre réponse émotionnelle. Pourquoi blâmer les autres est-il si tentant? Il est plus facile de blâmer le comportement des autres que de regarder à l'intérieur et d'admettre que nos réactions sont nos choix. Après tout, cela semble évident. Bien sûr que j'étais en colère. Il a été impoli avec moi. Mais en blâmant les autres pour ce que nous ressentons, nous leur donnons essentiellement le contrôle de notre état émotionnel. Le problème est qu'en faisant cela, nous devenons prisonniers des actions et des paroles des autres. La moindre provocation, commentaire ou comportement peut nous faire dévier du chemin. Assumer la responsabilité de nos émotions nous redonne ce contrôle, permettant à notre paix intérieure de ne pas dépendre de ce qui se passe à l'extérieur. Un exemple courant. Imaginez que vous faites la queue dans un supermarché et que quelqu'un coupe devant vous sans vous demander la permission. Votre réaction immédiate peut être de vous sentir en colère et de penser « Comme c'est irrespectueux, il a gâché ma journée. » Mais est-ce vrai? Ce petit incident a-t-il vraiment le pouvoir de gâcher votre journée? Ou est-ce votre interprétation de celui-ci qui provoque le malaise? Si vous vous arrêtez et réfléchissez, vous réaliserez que vous pouvez choisir de réagir différemment. Vous pensez peut-être « cette personne doit être pressée » ou même « ignorer ce qui s'est passé ». À ce moment-là, vous reprenez le contrôle de la situation et préservez votre tranquillité d'esprit. Le pouvoir du choix. Marc Aurèle a écrit « Si vous êtes affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas causée par la chose elle-même, mais par la perception que vous en avez. Et vous pouvez changer cela à tout moment. Cette perception est la clé pour vivre avec plus de sérénité. Reconnaître que vous avez le pouvoir de choisir vos émotions
c'est comme reprendre les rênes de votre vie. En mettant en pratique cette idée, vous commencez à réaliser que personne ne peut vous faire ressentir quelque chose. Si quelqu'un vous critique, vous pouvez choisir entre vous sentir blessé ou voir cela comme une opportunité d'apprentissage. Si quelqu'un vous ignore, vous pouvez décider si cela compte vraiment ou non. Comment assumer la responsabilité de vos émotions? Entraînez-vous à faire une pause. Lorsque quelque chose vous dérange, respirez profondément et demandez-vous « Pourquoi cela m'affecte-t-il? Est-ce vraiment ce qui s'est passé ou comment est-ce que j'interprète la situation ?» Souvent, réaliser que vos émotions sont des réactions choisies réduit déjà l'intensité du sentiment. Réfléchissez à vos habitudes, faites un effort conscient pour identifier les situations récurrentes dans lesquelles vous vous sentez en colère, blessé ou frustré. Existe-t-il une norme? Quelles croyances ou attentes alimentent ces émotions? Recadrez la situation. Remplacez des pensées telles que « c'est insupportable » par « c'est gênant, mais je peux le gérer ». Ce simple changement de perspective peut complètement transformer votre expérience émotionnelle. Exercice pratique. À la fin de chaque journée, prenez 5 minutes pour réfléchir au moment où vous avez perdu le contrôle de vos émotions. Demandez-vous « Pourquoi ai-je réagi de cette façon ?» Qu'auriez-vous pu faire différemment? Au fil du temps, cette pratique vous aidera à identifier des modèles et à renforcer votre capacité à réagir plus consciemment. Assumer la responsabilité de ses émotions n'est pas facile, surtout au début. Cela demande de la pratique, de la patience et un véritable désir de grandir. Mais les avantages sont immenses. Vous devenez moins réactif, plus confiant et plus résilient. N'oubliez pas, les actions des autres peuvent être imprévisibles et parfois injustes. Mais votre réponse émotionnelle est toujours votre choix. Lorsque vous acceptez cette vérité, vous découvrez une force intérieure que personne ne peut vous enlever. Après tout, votre paix ne dépend de personne d'autre que de vous-même. Méthode 6. Pratiquez la non-réaction. Avez-vous déjà remarqué à quel point nous réagissons souvent de manière impulsive lorsque quelque chose nous irrite ou nous offense? C'est peut-être un commentaire inattendu, un ton de voix grossier ou même une action mineure qui enflamme notre colère ou notre frustration. Ces moments de réaction instantanée peuvent sembler inévitables, mais le sont-ils? Le stoïcisme nous enseigne l'importance de pratiquer la non-réaction. Au lieu d'être l'otage de nos émotions ou de réagir dans le feu de l'action, nous pouvons apprendre à faire une pause, à réfléchir et à choisir comment agir, ou parfois ne pas agir du tout. Comme le dit judicieusement Épictète, ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez. Pourquoi réagissons-nous de manière impulsive? La réaction impulsive est souvent un mécanisme de défense. Nous sentons qu'en réagissant immédiatement, nous protégeons notre dignité ou corrigeons une injustice. Cependant, ces réactions rapides résolvent rarement le problème. En fait, elles l'aggravent souvent. Un mot prononcé sans réfléchir peut conduire à des disputes inutiles, tandis qu'une attitude défensive peut encore accroître la tension d'une situation. De plus, réagir automatiquement nous rend vulnérables au contrôle des autres. Lorsque quelqu'un nous provoque ou nous insulte et que nous réagissons immédiatement, nous permettons essentiellement à cette personne de dicter nos émotions et nos actions. Le pouvoir de la non-réaction. Pratiquer la non-réaction ne signifie pas être passif ou accepter des comportements néfastes. Cela signifie, au contraire, reprendre le contrôle de soi et choisir consciemment la meilleure façon de faire face à la situation. Comme le disait Sénèque, le meilleur remède contre la colère
est de tarder. Imaginez que lors d'une réunion, un collègue critique publiquement votre travail. Votre réaction instinctive peut être de vous défendre ou même de riposter. Mais lorsque vous pratiquez la non-réaction, vous faites une pause un instant et vous pensez « Comment puis-je réagir à cela de manière à préserver mon calme et mon image ?» Au lieu de réagir de manière impulsive, vous choisissez de répondre clairement, en les remerciant pour leurs commentaires et en leur disant que vous considérerez le point soulevé. Cette approche évite non seulement les conflits inutiles, mais démontre également la maturité et la maîtrise de soi. Comment pratiquer la non-réaction? Faites une pause avant de répondre. Lorsque quelqu'un vous provoque ou vous offense, respirez profondément et comptez jusqu'à 3 avant de répondre. Cette pause crée un espace entre le stimulus et votre réaction, vous permettant de choisir comment agir. Réfléchissez à la vraie signification. Demandez-vous, que signifie réellement cette situation? Est-ce aussi important qu'il y paraît maintenant? Nous réalisons souvent que ce qui nous irrite sur le moment n'aura aucun impact réel sur nos vies. Choisissez le silence lorsque cela est nécessaire. Toutes les provocations ne méritent pas une réponse. Parfois, le silence est le meilleur moyen de garder votre paix et de démontrer que vous ne vous laisserez pas manipuler par les émotions de quelqu'un d'autre. Entraînez-vous à retarder les réponses. Si vous recevez un message ou un email critique, résistez à l'envie de répondre immédiatement. Attendez 1 heure, voire 1 jour, avant de rédiger votre réponse. Ce temps permet d'aborder la situation avec plus de clarté et moins d'émotion. Un exemple courant. Imaginez que vous faites la queue et que quelqu'un vous coupe sans vous en soucier. Votre réaction instinctive peut être de confronter la personne immédiatement, peut-être même de manière agressive. Mais lorsque vous pratiquez la non-réaction, vous respirez profondément et vous vous demandez « Est-ce que cela vaut la peine de perdre la paix ?» Souvent, lorsque l'on choisit de ne pas réagir, on se rend compte que l'incident n'est pas aussi important qu'il le paraissait dans le feu de l'action. Les avantages de la non-réaction. Pratiquer la non-réaction a un effet puissant sur votre vie. Premièrement, vous préservez votre paix intérieure, même dans les situations difficiles. Deuxièmement, vous évitez les conflits inutiles et entretenez des relations plus saines. Et enfin, vous faites preuve de force émotionnelle et de maîtrise de soi, des traits qui non seulement valorisent votre image, mais inspirent également votre entourage. Comme l'écrivait Marc Aurèle, si vous êtes bouleversé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas causée par la chose elle-même, mais par la perception que vous en avez. Et vous pouvez changer cela à tout moment. La non-réaction et la mise en pratique de ce principe en action, c'est le choix de donner la priorité à votre paix, plutôt que de céder au chaos. Exercice pratique. Au cours de la semaine prochaine, identifiez une situation dans laquelle vous réagiriez normalement de manière impulsive. Il peut s'agir d'une critique, d'une provocation ou même d'un petit inconvénient, comme quelqu'un qui coupe la queue. Au lieu de réagir, faites une pause, respirez. Demandez-vous, est-ce que cela mérite vraiment mon attention et mon énergie? Remarquez comment votre choix de ne pas réagir affecte votre calme et votre perception de l'événement. Pratiquer la non-réaction n'est pas seulement une compétence, c'est un acte de courage et de maîtrise de soi. En choisissant de faire une pause plutôt que de réagir, vous prenez le contrôle de vos émotions et de votre vie. Et au fil du temps, il découvre que la véritable force ne réside pas dans une réponse rapide, mais dans le calme face au chaos. Après tout, ce qui compte n'est pas ce que font les autres, mais la façon dont vous choisissez de réagir. Méthode 7. Trouvez la joie dans l'altruisme. Après avoir appris à rester calme et à ne pas réagir de manière impulsive,
vous vous demanderez peut-être, et ensuite, que dois-je faire de cette sérénité que je cultive? La réponse réside dans l'un des plus beaux principes du stoïcisme, l'altruisme. Lorsque vous choisissez d'aider les autres, même sans rien attendre en retour, quelque chose de transformateur se produit. Votre âme trouve la joie. Marc Aurèle, l'empereur philosophe, a écrit « Quand vous vous levez le matin, pensez au privilège d'être en vie, de respirer, d'aimer et d'aider les autres. » Il a reconnu que le vrai bonheur ne vient pas de ce que nous accumulons pour nous-mêmes, mais de ce que nous offrons au monde. Pourquoi l'altruisme apporte-t-il le bonheur? Aider les autres crée un impact positif, non seulement sur leur vie, mais aussi sur la vôtre. Lorsque vous agissez avec gentillesse, votre cœur s'ouvre, vos inquiétudes s'apaisent et vous vous sentez plus connecté au monde. La recherche moderne en psychologie le confirme. Les personnes qui accomplissent des actes altruistes rapportent des niveaux plus élevés de bonheur et de satisfaction dans la vie. Le stoïcisme nous enseigne que l'altruisme est aussi une manière de cultiver la paix intérieure. Lorsque nous choisissons d'aider au lieu de réagir par la colère ou la frustration, nous démontrons que nous contrôlons nos émotions et que nous préférons contribuer au bien collectif. Le pardon dans le cadre de l'altruisme. L'altruisme signifie aussi pardonner. Nous ressentons souvent du ressentiment envers les actions des autres. Pourtant, comme nous le rappelle Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est maître de lui-même. Le pardon est un moyen de libérer votre âme du poids du ressentiment. Imaginez qu'un ami vous ait profondément blessé en oubliant un rendez-vous important. Votre première réaction pourrait être d'entretenir du ressentiment. Mais quand on pratique l'altruisme, on essaie de voir au-delà de l'action. Avait-il affaire à quelque chose de difficile? Se pourrait-il qu'il s'agisse d'un oubli et non intentionnel? Lorsque vous pardonnez, vous n'aidez pas seulement les autres. Vous vous libérez également d'un fardeau émotionnel qui ne fait que vous nuire. L'altruisme au quotidien. Aider les autres ne doit pas nécessairement être un grand geste. Souvent, ce sont les petites actions qui ont le plus grand impact. Par exemple, au travail, proposez votre aide à un collègue débordé. Dans la communauté, tenir la porte à quelqu'un ou offrir un sourire à un inconnu. En famille, consacrer du temps à écouter un proche ou à l'aider dans une tâche simple sans qu'on le lui demande. Ces petits actes de gentillesse peuvent embellir la journée de quelqu'un, et la vôtre aussi. Comment pratiquer consciemment l'altruisme? Commencez par l'intention. Lorsque vous vous réveillez, demandez-vous « Comment puis-je aider quelqu'un aujourd'hui ?» Il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grandiose. Même un mot gentil peut faire la différence. Offrez sans rien attendre en retour. Le véritable altruisme est celui qui ne recherche pas de récompense. Si vous attendez quelque chose en retour, l'attention se porte sur vous-même et l'impact émotionnel diminue. Identifiez les besoins autour de vous. Soyez conscient des petites opportunités d'aide. Peut-être qu'un collègue a besoin de soutien ou qu'un ami a besoin d'un mot d'encouragement. Pratiquez le pardon. Lorsque quelqu'un vous fait du mal, demandez-vous « Ce ressentiment vaut-il la peine d'être porté ?» Souvent, l'acte de pardonner est la forme d'altruisme la plus puissante. Un exemple inspirant. Je me souviens d'une histoire que j'ai entendue à propos d'un homme travaillant dans un bureau de compétition. Il a travaillé dans un environnement rempli de pression, où les gens étaient souvent en compétition les uns avec les autres. Un jour, un collègue était en retard pour un rapport important et semblait au bord de la dépression. Au lieu de profiter de la situation pour se démarquer, l'homme a proposé son aide malgré ses propres délais serrés. Son acte de gentillesse n'est pas passé inaperçu. Le collègue l'a non seulement remercié, mais a également commencé à l'aider dans les moments suivants.
Ce simple geste a créé une culture de collaboration sur le lieu de travail et renforcé les liens entre eux. Les avantages de l'altruisme. Pratiquer l'altruisme apporte une série d'avantages. Réduit le stress en détournant l'attention de vos propres problèmes. Améliore les relations, créant un cycle de confiance et d'empathie. Cela donne un sens à votre vie lorsque vous réalisez que vous contribuez à quelque chose de plus grand. Comme l'écrivait Marc Aurèle, « Partout où se trouve un être humain, il y a une opportunité de gentillesse. » Exercice pratique. Aujourd'hui, choisissez une personne. Il peut s'agir d'un proche ou d'un étranger, et faites quelque chose de gentil pour elle. Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme un compliment sincère, ou de quelque chose de plus significatif, comme offrir de l'aide pour une tâche. À la fin de la journée, réfléchissez. Qu'est-ce que je me suis senti lorsque j'ai aidé quelqu'un? La joie de l'altruisme réside dans sa simplicité. Cela ne nécessite pas de richesse, de pouvoir ou de statut, juste un cœur ouvert et la volonté de faire la différence. Lorsque vous adoptez cette pratique dans votre vie, vous constaterez qu'en aidant les autres, vous vous aidez également vous-même. Après tout, la gentillesse est contagieuse et chaque petit geste d'altruisme contribue à un monde plus harmonieux et à une âme plus légère. Après avoir exploré ces 7 méthodes transformatrices du stoïcisme, l'acceptation, l'abandon du jugement, l'abandon du contrôle, l'acceptation de l'imperfection, la responsabilité émotionnelle, la pratique de la non-réaction et l'altruisme. J'espère que vous avez réalisé que la paix intérieure n'est pas quelque chose de lointain ou d'inatteignable. Elle est accessible à nous tous, ici et maintenant, lorsque nous choisissons de vivre avec conscience et détermination. Ces principes ne sont pas de simples idées philosophiques abstraites. Ce sont des outils pratiques que vous pouvez utiliser dans votre vie quotidienne pour relever les défis avec plus de calme, de clarté et de résilience. Chaque méthode est une pièce d'un puzzle plus vaste qui nous aide à mener une vie plus calme, plus significative et plus connectée à ce qui compte vraiment. Si vous avez trouvé ce contenu utile et pensez qu'il peut aider d'autres personnes, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de la partager avec vos amis et de vous abonner à la chaîne. Ces petites actions aident à diffuser des messages positifs et à toucher davantage de personnes qui cherchent à grandir émotionnellement et à vivre plus paisiblement. Laissez un commentaire en partageant la méthode qui vous a le plus plu. J'aimerais entendre vos réflexions et vos histoires. Poursuivons cette conversation ensemble, car l'apprentissage est bien plus riche lorsqu'il est partagé. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder et de réfléchir avec moi. N'oubliez pas que la paix intérieure n'est pas quelque chose que l'on trouve, mais quelque chose que l'on construit. À la prochaine vidéo.